Donc, bonjour tout le monde. Donc, je vais vous présenter donc, les résultats que j'ai eus au cours de ma première année de thèse à l'INRA de Nantes sur le chémotypage de l'albumène de maïs et en relation avec la construction de la vistrosité du grain. Donc, cette thèse est financée par donc, par le FUI Granoflex, dans lequel on collabore avec l'Imagrain, Veolis 3D et Clextral. Donc, au cours de son traitement en semoullerie, le maïs va être décortiqué afin de séparer ici donc, le germe et le péricarpe. Et ce qui va rester du grain va être principalement l'albumène vitreux. Cet albumène vitreux va donner ce qu'on appelle des hominies qui vont servir à la fabrication de cornflakes. Donc on voit que le rendement en hominies est étroitement associé à la vitrosité du grain de maïs. On sait qu'il existe différents types de maïs, certains étant très vitreux et d'autres étant très farineux. Mais on ne sait pas quel est le déterminisme moléculaire et physico-chimique de la vitrosité du maïs. Donc, jusqu'à présent, la vitrosité du maïs, elle a été étudiée par l'approche d'études de mutants, montrant des albumènes totalement farineux, comme on en a ici. Et l'étude de ces mutants a permis de montrer l'importance de l'accumulation des zéines dans l'albumène, avec des mutations touchant donc, des facteurs de transcription, des gènes de zéine ou des membranes du réticulum endoplasmique. Et ça a aussi montré l'importance de l'accumulation de l'amidon, avec des mutations touchant donc, la synthèse des galactolipides et la synthèse d'amidon. Donc tous ces mutants touchaient donc, le métabolisme carboné et azoté de l'albumène. Mais jusqu'à présent, donc, on n'a pas d'informations sur quel est le déterminisme qui permet donc, la formation de l'albumène vitreux au sein d'un grain de maïs, on va dire, cultivé. Donc pour ce faire, notre approche va être en premier lieu donc, de chémotyper les fractions vitreuses et farineuses de l'albumène, et dans un second temps, d'étudier donc, le développement de l'albumène. Donc pour ce faire, nous disposons de 13 lignées qui montrent donc, différents taux de vitrosité, avec des lignées, donc la plus vitreuse ici, avec la lignée, donc la plus vitreuse ici, la lignée 3, allant jusqu'à des lignées très farineuses, comme ici, la lignée 11. Donc, au cours de ma première année de thèse, j'ai réalisé donc, le chémotypage des protéines et des lipides de ces différentes lignées. Donc, on va commencer par l'étude des protéines. Donc, les protéines de l'albumène de maïs sont représentées à 6% par des protéines solubles, les albumines et les globulines, par 22% de protéines insolubles, les glutélines, et 72% de protéines de réserve, donc les zéines, qui comportent 4 classes, alpha, bêta, gamma et delta zéines. Si l'on regarde ici les teneurs en protéines totales au sein de nos 13 lignées, dans l'albumène entier, on voit que certaines lignées très vitreuses, dont notamment ici la lignée 3, ont un niveau protéique plus faible que des lignées ici très farineuses. Des lignées très farineuses, ici la lignée 11. On peut donc dire que la teneur en protéines totales ne permet pas d'expliquer la vitrosité du grain. On s'est donc intéressé à l'agrégation de ces protéines, donc par deux méthodes. Tout d'abord en gel filtration. Donc on voit ici l'exemple d'une gel filtration réalisée donc sur les fractions vitreuses et farineuses de la lignée 8. Et ce qu'on remarque, c'est que ici, sur des très gros agrégats, les agrégats sont plus importants dans la fraction farineuse, alors que sur de plus petits agrégats ici, ils sont plus importants dans la fraction vitreuse. On a aussi étudié ces agrégats en diffusion dynamique de la lumière. Et là, donc, ici, c'est les résultats moyens donc, de nos 13 lignées. Et donc on voit que pour des petits agrégats, avec un rayon inférieur à 10 nanomètres, c'est la fraction vitreuse qui est plus importante, alors que pour de plus gros agrégats, avec des rayons autour de 100 nanomètres, c'est la fraction farineuse. Je crois qu'il m'en veut, cet ordinateur. Donc on peut donc dire que l'agrégation des protéines, elle est plus prononcée dans la fraction farineuse que dans la fraction vitreuse. On s'est ensuite intéressé à la composition en zéines, donc qui sont les protéines majoritaires, les protéines de réserve. Donc on voit ici l'exemple de chromatogramme de la lignée 9, donc avec en rouge le chromatogramme des fractions farineuses et en bleu donc, le chromatogramme des fractions vitreuses des zéines. On voit qu'au niveau des bêta et des gamma-zéines, il y a très peu de différence, alors qu'au niveau des alpha-zéines, on a une grande différence de quantité, ce qui nous montre donc qu'on a une différence donc, au niveau de la proportion des bêta et des gamma-zéines qui sont plus importantes dans la fraction farineuse, et ceci pour nos 13 lignées. Donc, ceci est confirmé donc, par les dosages qu'on a fait sur les alpha-zéines, où l'on voit ici dans les résultats pour les 13 lignées de la teneur en alpha-zéine au sein des parties vitreuses en bleu et des parties farineuses en rouge, et où l'on voit que donc pour les 13 lignées, il y a plus d'alpha-zéine dans la partie vitreuse du grain.
Ce qu'il est intéressant de voir au niveau donc, de ces alphazines dans la partie vitreuse du grain, c'est qu'ils sont négativement corrélés à la vitrosité du grain. Et donc, pour expliquer cela, notre hypothèse serait qu'il existe donc un gradient de la teneur en protéines au sein de l'albumène, et que ce gradient, c'est réussi du gradient d'oxygène qu'on observe dans le grain. On voit ici donc en rouge les niveaux d'oxygène dans l'albumène. Et l'on sait que très tôt dans le grain, le niveau d'oxygène va baisser ici au centre, et qu'ensuite le niveau d'oxygène va baisser jusqu'à la périphérie du grain. On peut donc penser que dans les zones ici au centre, là où l'hypoxie donc sera très précoce, il y aura moins de protéines que ici à la périphérie du grain, où l'hypoxie sera plus tardive. Si l'on prend donc l'exemple d'un grain très farineux, on va avoir un albumène vitreux qui va aller jusque là, jusqu'au centre du grain, par là. Et donc on aura de l'albumène vitreux dans des zones où l'hypoxie aura été précoce et donc faible en protéines. Si l'on prend par contre un grain très farineux, l'albumène vitreux va se limiter ici juste à la périphérie du grain, dans des zones où l'hypoxie aura été tardive, et donc avec un niveau protéique plus élevé. On peut aussi penser que cet écart au niveau de l'oxygène va pouvoir aussi influencer l'agrégation des protéines, parce qu'on sait que l'hypoxie va entraîner des stress oxydants, et que l'oxydation va jouer sur la formation de ponts disulfure et donc sur l'agrégation des protéines. Il faut aussi penser qu'on a montré qu'il y avait plus de bêta et gamma-zéine dans la fraction farineuse, et que ces bêta et gamma-zéines sont connus pour avoir plus de cystéine libre et donc pouvoir former plus de ponts disulfure. Si l'on s'intéresse maintenant aux lipides, donc on sait qu'une partie des lipides est incluse dans le grain d'amidon. On n'a pas vu de différence au niveau de ces lipides entre les fractions vitreuses et farineuses, donc je ne vais pas en parler. Ensuite, une des parties des lipides du grain sont des lipides de réserve sous forme de triglycérides. On a ensuite des lipides membranaires avec des phospholipides qui vont donc composer la majorité des membranes cellulaires, dont le réticulum endoplasmique et les membranes qui entourent les corps protéiques. Et ensuite des galactolipides qui, eux, vont former les amyloplastes. Alors ces lipides dans le grain, on voit qu'ils sont représentés pour 88% par les lipides de réserve, les triglycérides, puis 8% d'entre eux sont des phospholipides et 4% d'entre eux sont des galactolipides. Si l'on regarde maintenant la différence entre la fraction vitreuse et farineuse, on voit ici que la fraction vitreuse est plus riche en lipides et donc plus riche en lipides de réserve. Si l'on s'intéresse maintenant aux acides gras qui composent ces lipides, on voit qu'il y a une diminution du degré d'insaturation des acides gras dans la partie farineuse. On voit notamment ici qu'il y a moins de 18,2 dans le farineux et moins de 18,3, alors qu'il y a plus de 18,1 dans la partie farineuse. Alors pour ça, on a deux hypothèses, soit qu'il y aurait une oxydation des acides gras polyinsaturés, soit qu'il y aurait une modification de l'activité delta 12 désaturase, qui est l'enzyme ici, qui permet le passage du 18,1 vers le 18,2, et donc après vers le 18,3. Si l'on s'intéresse de plus près à ce qui se passe au niveau des galactolipides, qui forment l'amyloplaste, je présente ici les résultats de 4 lignées, donc 2 lignées très vitreuses, qui sont les lignées 1 et 2, et 2 lignées plutôt farineuses, la lignée 9 et la lignée 10. On voit tout d'abord qu'il y a une grande variabilité dans la composition et la teneur entre les galactolipides, et ceci est vrai pour les 13 lignées. On voit ensuite que la fraction farineuse est toujours plus riche en galactolipides, et ceci pour les 13 lignées, et que de manière générale, au sein de nos 13 lignées, il y a une proportion de DG-DG qui va augmenter dans la fraction farineuse. Si l'on s'intéresse aux phospholipides, toujours sur mes 4 mêmes lignées exemples ici, 2 vitreuses et 2 farineuses, on voit là que la fraction phospholipide, elle est plus riche dans la partie vitreuse. Et si l'on regarde ensuite spécifiquement les phospholipides, on voit que de manière générale, la proportion de phosphatidylinositol ici en rouge va être plus importante dans la fraction farineuse, donc pour les 13 lignées, tout comme la proportion d'un acide phosphatidique, et qu'on va observer une diminution de la phosphatidylcholine. Alors pour un peu conclure cette partie lipide, on pourrait dire que la teneur en lipides de réserve et la balance que l'on observe entre phospholipides et galactolipides, elle serait associée à la balance entre le métabolisme carboné et le métabolisme azoté qu'il y a entre les parties vitreuses et farineuses. Donc je m'explique donc que la partie vitreuse, elle va être tournée vers un métabolisme plus azoté, elle va produire plus de protéines, et donc on va observer plus de phospholipides qui vont former les réticulums endoplasmiques et les membranes qui entourent les corps protéiques, alors que la partie farineuse va elle, être plus tournée vers un métabolisme carboné qui va produire plus d'amidon et plus de lipides de réserve, et on va observer plus de galactolipides qui vont former les plastes. Il est ensuite intéressant aussi de remarquer que l'augmentation de la proportion de DG-DG
et la diminution des acides gras polyinsaturés, donc on a observé dans les fractions vitreuses, dans les fractions farineuses. Ce sont des réactions connues en réponse à des stress abiotiques. De la même façon, l'augmentation du PI dans la fraction farineuse, c'est connu chez le maïs, ça a déjà été observé en réponse à un stress du RE et donc associé à la réponse UPR. Donc, pour conclure, on peut dire que nos premiers résultats sur le chémotypage nous permettent de dire que la construction de la vitrosité du maïs, elle pourrait être liée d'un côté à la gestion du métabolisme énergétique et de l'autre côté à la gestion du stress qui accompagne le développement. Il faut penser que ceci est à mettre en relation chez le maïs avec la mort cellulaire qui va toujours commencer au centre du grain, dans ce qui sera donc la partie farineuse, et qui va ensuite gagner l'extérieur du grain, dans ce qui sera la fraction vitreuse. Il faut aussi garder à l'esprit que ces changements en teneur et en composition en lipides et en protéines pourraient jouer sur la cohésion entre la matrice protéique et les grains d'amidon, comme ceci a déjà été observé chez le blé. Donc maintenant, pour la suite de ma thèse, donc je vais en premier lieu finaliser le chémotypage par l'analyse de l'amidon et des solutés, comme les sucres solubles, les acides aminés et les acides organiques. Et ensuite, donc, on va réaliser une analyse métabolomique et transcriptomique de l'albumène au cours du développement pour suivre la gestion donc, du métabolisme énergétique et du stress développemental. Donc, je tiens à remercier les personnes donc, qui m'accompagnent pour cette thèse, à l'INRA de Nantes, à l'INRA de Montpellier et Chili Magrin. Merci. Merci beaucoup. Oui, si on sèche des grains de maïs au cours du développement, à partir de quel moment est-ce qu'on peut voir la distinction farineux-vitreux? Alors, on le voit, moi je sais que j'ai des grains donc, qui ont 40 jours de développement, donc qui sont quand même assez matures. On voit bien la différence. Plutôt, c'est plus dur de voir. Ça va dépendre un peu, on ne s'est pas encore trop intéressé à ça, mais quand le grain est mature, on le voit, oui, même s'il n'est pas sec. Parce que si ça meurt, ce qui est normal au centre, à ce moment-là, donc le gradient d'oxygène, il va complètement changer, hein, puisqu'il n'y aura plus de consommation d'oxygène. Mais ce qui est difficile, c'est de relier vraiment du métabolisme dans des stades précoces, un petit peu, à un résultat final de physico-chimie. Et nous, le changement au niveau métabolique, on le voit, donc, ce qu'on imagine, c'est que quand il y a moins d'oxygène, on va avoir moins de production d'ATP, donc moins d'énergie. Et la production d'amidon, elle consomme beaucoup moins d'énergie que la production de protéines. Enfin, c'est un peu l'idée qu'on a sur ces histoires-là. Et donc, il y a une histoire donc, de diffusion de l'oxygène. Et donc, vu qu'on en a moins au centre, on aurait moins de protéines. Juste un commentaire là-dessus, c'est pas parce qu'il y a moins d'oxygène qu'il y a moins d'ATP. Non, mais ça... S'il y a moins d'oxygène, ça veut dire que les mitochondries travaillent beaucoup. Oui. Donc, on va peut-être avoir beaucoup d'ATP. C'est un peu l'idée des travaux d'Hardy Rolacek. Oui, enfin, lui, il conclut qu'il y a quand même, on voit plus de protéines et de lipides sur les bords, et donc il y a plus d'énergie sur le bord, et que ces travaux sont...